Cro-Blanc par Jack London. Chapitre 5. La tanière. Pendant 2 jours encore, ils demeurèrent dans les parages du camp indien. Un œil toujours craintif et apeuré, la louve comme fascinée au contraire par l'attirance du camp. Mais un matin, un coup de fusil ayant claqué soudain auprès d'eux, et une balle étant venue s'aplatir contre le pied d'un arbre à quelques pouces de la tête du vieux loup, le couple détala de compagnie, et mit vivement quelques miles entre sa sécurité et le danger. Après avoir couru 2 jours durant, ils s'arrêtèrent. La louve s'alourdissait et ralentissait son allure. Une fois, en chassant un lièvre, elle qui d'ordinaire lui joint facilement, dut abandonner la poursuite et se coucher sur le sol pour se reposer. Un œil vint à elle, et de son nez lui toucha gentiment le cou. En guise de remerciement, elle le mordit avec une telle férocité qu'il en culbuta en arrière, et y demeura tout estomaqué, en une pose ridicule. Son caractère devenait de plus en plus mauvais, tandis que le vieux loup se faisait plus patient et plus plein de sollicitude, et plus impérieux aussi devenait pour elle le besoin de trouver, sans tarder, la chose qu'elle cherchait. Elle la découvrit enfin. C'était à quelques 1000 pieds au-dessus d'un petit cours d'eau qui se jetait dans le Mackenzie, mais qui, à cette époque de l'année, était gelé dessus, gelé dessous, et ne formait, jusqu'à son lit de roc, qu'un seul bloc de glace, rivière blanche et morte de sa source à son embouchure. Distancée sans cesse par son compagnon, la louve trottait à petits pas. Quand elle parvint sur la haute falaise d'argile qui dominait le cours d'eau, l'usure des tempêtes, à l'époque du printemps, et la neige fondante avait de part en part érodé la falaise et produit à une certaine place une étroite fissure. La louve s'arrêta, examina le terrain tout alentour avec soin, puis, zigzagant de droite et de gauche, elle descendit jusqu'à la base de la falaise, là où sa masse abrupte émergeait de la ligne inférieure du paysage. Cela fait, elle remonta vers la fissure et s'y engagea. Elle fut forcée de ramper sur une longueur de 3 pieds, mais au-delà les parois s'élevaient et s'élargissaient de 6 pieds de diamètre. C'était sec et confortable. Elle inspecta minutieusement les lieux, tandis que le vieux loup, l'ayant rejointe, demeurait à l'entrée du couloir et attendait avec patience. Elle baissa le nez vers le sol et tourna en rond plusieurs fois sur elle-même. Puis elle rapprocha l'extrémité de ses 4 pattes et, détendant ses muscles, se laissa tomber par terre avec un soupir fatigué qui était presque un gémissement. Un œil, les oreilles pointées, l'observait maintenant avec intérêt, et la louve pouvait voir, découpé sur la claire lumière, le panache de sa queue qui allait et venait joyeusement. Dressant ses oreilles en fine pointe, elle aussi les mouvait en avant, puis en arrière, tandis que sa gueule s'ouvrait béatement et que sa langue pendait avec abandon. Et cette manière d'être exprimait qu'elle était contente et satisfaite. N'ayant point été invité à y pénétrer, le vieux loup continuait à se tenir à l'entrée de la caverne. Il se coucha sur le sol et vainement essaya de dormir. Tout d'abord, il avait faim. Puis son attention était attirée par le renouveau du monde au brillant soleil d'avril qui resplendissait sur la neige. S'il somnolait, il percevait vaguement des coulées d'eau, murmurantes, et soulevant la tête, il se plaisait à les écouter. En cette belle fin de journée, le soleil s'inclinait sur l'horizon, et toute la terre du nord, enfin réveillée, semblait l'appeler. La nature renaissait. Partout passaient dans l'air l'effluve du printemps. On sentait la vie croître sous la neige et la sève monter dans les arbres. Les bourgeons brisaient les prisons de l'hiver. Un œil invita du regard sa compagne à venir le rejoindre, mais elle ne manifestait aucun désir de se lever. Une demi-douzaine d'oiseaux de la neige traversèrent le ciel devant lui. Il en éprouva un frémissement.